Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ma Ligue 2. Après une semaine à 3 matchs menés à un rythme effréné, retour à la normale pour la Ligue 2 avec une journée complète ce samedi avant une nouvelle trêve internationale. Pour m'accompagner aujourd'hui, Philippe Dechter. Salut Philippe. Salut Dorian, bonjour tout le monde. Bon, on n'a pas fait de podcast la semaine passée, vous comprendrez aisément pourquoi. Avec, je le disais, cette semaine à 3 matchs, on savait plus où donner de la tête, surtout entre le mardi et le vendredi. On avait fait un débrief quand même, on avait fait un bon débrief le mercredi, c'était sympa. Que vous pouvez retrouver sur YouTube notamment si vous l'avez raté, que vous voulez le revoir. Ensemble, on parlera des faits marquants de la 10e journée et puis de l'actualité qui a été chaude après cette 10e journée. Et puis on accueillera ensuite Ibrahim Sissoko, buteur pour la première fois depuis 18 mois avec Niort après une longue blessure, un témoignage hyper intéressant, une interview très intéressante qui va être forte de la part d'Ibrahim Sissoko. On recevra également Rémi Farge, journaliste à l'Est républicain, pour parler du bon début de saison de Sochaux et pour se demander si c'est la bonne année ou pas, enfin, pour le FCSM pour jouer la montée. On attaque tout de suite notre épisode avec l'effet marquant de la 10e journée ensemble. Philippe, je te laisse la parole. Du coup, qu'est-ce que tu as retenu en premier point ? Eh ben, je retiens en premier point quand même deux défaites qui sont notables parce que c'est les premières de la saison. Pour Ajaccio qui s'est incliné sur la pelouse de Bastia 2-0 samedi après-midi et pour Toulouse qui s'est incliné à domicile 3-2 face à Caen. J'avoue que moi j'ai spécialement suivi le match lundi soir, donc je vais plus revenir là-dessus. Ajaccio, c'est une première victoire, mais sincèrement, ils avaient enchaîné 5 matchs en 13 jours. On sentait déjà que sur le match d'avant contre Niort, donc ils auraient dû gagner parce que le ballon était rentré, mais c'était quand même un peu plus dur sur la fin de rencontre physiquement et quelque part contre une équipe de Bastia qui jouait un peu son va-tout dans ce match très très chaud. Ça n'a pas suffi. Je pense que le déficit était plutôt physique, donc défaite assez logique, mais rien d'alarmant. Et j'ai envie de dire, même constat pour Toulouse, pas sur l'aspect physique, mais sur le côté rien d'alarmant. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce match, qui a vraiment été un très très bon match de Ligue 2, et on le dit depuis le début de l'année, on n'a pas vu une seule purge le lundi soir, et ça franchement ça change la vie, parce que quand vous suivez un 0-0 avec 3 occasions cadrées dans le match le lundi soir, sincèrement le début de semaine il est très très compliqué. Donc là on s'éclate à suivre ces matchs le lundi. Donc merci au club, aux joueurs, aux coachs qui vraiment nous proposent du super spectacle. Et d'ailleurs, le public du stadium s'est pas trompé à la fin, malgré la défaite. Les joueurs ont été applaudis, un peu à l'image des Marseillais contre Lens la veille. Donc voilà, ça c'est aussi un des enseignements majeurs pour moi, c'est que les supporters, ils savent aussi reconnaître que quand ton équipe joue bien, quand elle a donné tout ce qu'elle avait à donner, t'as beau perdre ton premier match de la saison, c'est pas la fin du monde, et puis continue d'avancer. Et j'ai envie de dire, pour Toulouse, il y a rien de dramatique. Caen a vraiment fait un bon match. Moi, j'ai vraiment trouvé Caen très très bon, notamment défensivement, parce que mine de rien, ils prennent pas de but dans le jeu sur ce match-là. C'est un coup franc, un penalty. Et un penalty. Bon, même si le penalty c'est provoqué par un fait de jeu, mais il n'empêche, dans le jeu, les Canets ont superbement muselé l'attaque toulousaine, qui pourtant, Ricili fait un très bon match. Donc c'est là tu te dis, malgré son très bon match, il marque pas, et Caen prend pas de but dans le jeu. Donc ça, j'ai trouvé ça particulièrement fort de leur part. Toulouse, voilà, faudra voir par rapport à la blessure de Rouault, qui finalement était quand même bien monté en puissance depuis l'année dernière. Peut-être que le point faible de Toulouse l'année dernière, justement, ça a été un peu la défense centrale, avec Gabrielsen puis De Vaast, qui j'ai jamais trouvé au niveau sur la longueur. Et là, Rouault, justement, il s'était bien révélé dans cette défense centrale, et j'ai l'impression qu'il faisait beaucoup beaucoup de bien, en tout cas défensivement. Et là, ils ont concédé quand même pas mal d'occasions. On voit que quand Caleb Zadisseri décidait de faire des passes, c'est un super joueur.
Franchement, j'espère qu'il va faire de la vidéo toute la semaine et qu'on va lui montrer ce qu'il a fait. Et en fait, il faut juste qu'il fasse ça toutes les semaines. Et il en est capable, sincèrement. Là-dessus, il a une marge de progression énorme. Et s'il répète les performances comme ça, ça va faire beaucoup de bien aussi à Caen. Et même lui, personnellement, je pense qu'il pourra viser encore plus haut. Donc vraiment un très très bon match et pas d'inquiétude pour les Toulousains. J'ai beaucoup aimé la réaction du public du stadium justement par rapport à ça et j'ai hâte de voir le rebond finalement à Amiens ce samedi, qui sera un match loin d'être évident. On a appris qu'Anthony Roux d'ailleurs serait blessé pendant 2 mois, enfin il serait absent pendant 2 mois, donc c'est quand même le premier coup dur de la saison, mine de rien pour Toulouse. Après la défaite, tu as la blessure. Donc voilà, voir comment les Toulousains vont gérer ça, ça va être très intéressant à suivre. Effectivement, merci Philippe pour ce fait marquant bien détaillé. Amiens-Toulouse à 15h je crois sur Ouais, Beansport 15h. samedi. Effectivement avec Amiens qui est 18e désormais. Oui. Ça va être hyper intéressant comme rencontre du coup parce que voilà Amiens qui a la volonté de pas rester dans cette zone-là et qui peut, je pense, poser des problèmes à cette équipe Je pense de aussi. Toulouse. De mon côté, le fait marquant, à l'inverse de toi, tu parlais de 2 équipes qui ont perdu leur invincibilité. Moi, je vais parler de Dunkerque. Voilà, j'ai envie de mettre en avant l'USLD qui a obtenu sa première victoire. Et franchement, j'aurais pas misé dessus parce que sur la pelouse de Pau, c'est loin d'être évident de s'imposer. Seul Toulouse l'avait fait cette année, justement, le leader 1-0. Et Dunkerque l'a réussi et de belle manière. Alors, il y a eu du beau et du moins beau dans ce match, justement, je vais y venir. Mais sur le terrain, c'est vrai que bonne entame de match des Dunkerquois qui prennent l'avantage, qui sont réduits à 10. Et là, on se dit, oh là, voilà, quand on est dans une mauvaise spirale, le sort s'acharne, les faits de jeu sont contraires, on prend un rouge assez tôt dans le match, on se dit que ça va être compliqué à 10 contre 11 de tenir. Et finalement, non, ils ont été super solidaires, ils ont été super combatifs, bons aussi dans le jeu, il le faut pour gagner. Et puis finalement, le but du break arrive à 10 contre 11 avec Chokunte qui met une belle frappe sous la barre. Et voilà, Dunkerque qui a réussi à tenir ensuite son avantage jusqu'à la fin du match 2-1. Malheureusement, le côté négatif, c'est ça, c'est cette bagarre entre guillemets un peu générale qu'on a vu. Enfin, pas bagarre, mais ces échauffourées au coup de sifflet final qu'on a vu. Alors effectivement, l'enjeu était assez énorme pour Dunkerque qui était sous tension parce qu'il y avait vraiment besoin d'aller chercher ce premier succès. C'était très important. Et forcément, quand il y a 2-1 dans les dernières minutes, voilà, c'est de bonne guerre de gagner, de jouer un peu la montre, etc. Et pour le coup, Jérémy Vachou qui était vraiment touché à la tête, ça a un peu les Palois ont cru que c'était pour gagner du temps, ça a un peu échauffé les esprits et finalement ça s'est mal terminé avec 2 cartons rouges, un de chaque côté donnés après le coup de sifflet final. Donc ça, c'est les images qu'on aime moins voir forcément en Ligue 2 et la commission de discipline ce mercredi va se pencher sur ce dossier pour rendre son verdict. Mais voilà, je tenais à saluer la première victoire de Dunkerque. Elle va faire beaucoup de bien au coach Romain Revelli qui en avait besoin depuis son arrivée parce que dans les contenus, on le répète, Dunkerque a souvent livré des contenus assez intéressants, mais manquait soit de réalisme offensif pour se mettre à l'abri ou pour prendre l'avantage, et aussi de solidité défensive. Par exemple, contre Toulouse, ils font un bon match, mais il y a quelques erreurs qui font que voilà, ça finissait toujours par tomber du mauvais côté. Et là, ils ont enfin réussi à réunir tous les bons ingrédients pour s'imposer à Pau. Et c'est jamais évident. Et voilà, coup de chapeau à Dunkerque qui se relance, qui lance entre guillemets, j'ai envie de dire bien sa saison et qui accueille Bastia, le promu. Et là aussi, ça va être intéressant samedi. Bastia qui vient de gagner également, donc un match important pour Dunkerque. Voilà, je l'ai fait un peu plus courte que toi, mais je pense que c'est plutôt bien résumé pour la victoire de Dunkerque. On va évoquer ensemble, Philippe, les autres faits marquants, Ouais. notamment Le Havre dans le top 5. Je fais mon mea culpa en premier, parce que effectivement, je voyais vraiment pas Le Havre commencer aussi bien cette saison. Je pensais que sans renfort enfin en tout cas avec des renforts assez jeunes et et quelques départs, ça allait être compliqué. Et puis finalement, la jeunesse, pour l'instant, elle répond présent. Alors j'attends de voir sur la longueur, mais force est de constater que alors c'est toujours pas flamboyant entre guillemets, ça reste pragmatique, mais efficace. Voilà, victoire 1-0 sur corner à Nîmes, ça suffit pour Le Havre pour monter dans le top 5, Philippe. Oui, je pense qu'il n'y a pas que toi qui dois faire tomber la culpa. Je pense qu'il n'y a, y a pas grand monde qui voyait Le Havre dans le top 5 après 10 journées. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils seront Ouais, dans le top 10 à la fin de la saison, hein, parce que non, c'est non. vrai que l'effectif est quand même très très court. Paul Le Guen, moi je trouve, le gère très bien pour le moment. Et il arrive à faire sortir des jeunes et à les faire progresser au fur et à mesure. Donc c'est intéressant.
Mais pas, voilà, je me demande si sur la durée, si ça va être viable sur la durée, à moins qu'au mercato d'hiver, ils arrivent quand même à avoir Mmh. 2-3 recrues. Bon là, le fait d'avoir Pape Douba devant, ça Ouais, leur a quand même offert une très belle solution supplémentaire. Même si on disait que c'était pas forcément là où il y avait le plus de manque dans l'effectif, qu'il y avait déjà Thiaré et puis Boutaïb qui sont en forme d'ailleurs, parce que Thiaré a encore marqué à Nîmes. Mais en tout cas, voilà, moi j'attends de voir sur du moyen long terme. En tout cas, pour le moment, on ne peut que se féliciter du parcours du Havre. C'est vrai que c'est pas l'équipe la plus sexy à voir. Après, ils ont des bonnes phases. Hein. Contre Toulouse, ils avaient eu bah, ce une qui est très bonne impressionnant, phase. c'est leur solidité défensive pour le coup, ils prennent Ouais, c'est très ça. peu de buts. Mmh. Ouais, et puis ils sont capables d'avoir des périodes de 15-20 minutes dans le match où Ouais, ils vont complètement se lâcher, où tu as des joueurs comme Cornet qui vont foutre un peu le feu, où ça va déborder sur les côtés. Enfin, il va se passer quelque chose. Ils sont... Mais après, voilà, c'est ça, c'est la difficulté de la jeunesse. D'ailleurs, il le répète tout le temps, Paul Le Guen. On a des phases où on est mmh, plutôt pas mal, mais en fait, ils gèrent très bien. Et pour le moment, c'est ça leur point fort, c'est qu'ils gèrent très bien les temps forts et ils gèrent très bien les temps faibles. Parce que dans les temps exactement. faibles, tu as raison, ils prennent très peu de Ouais, buts et ouais. ils concèdent pas énormément d'occasions non plus. Hein. Donc voilà, et Fofana sort les arrêts quand il faut en fin de match, contre QRM, contre Nîmes. Donc franchement, pour le moment, tout va bien. Faut pas qu'il y ait de blessures, faut pas qu'il y ait de suspension. Voilà, faut que Paul Le Guen puisse continuer de compter sur un effectif au complet, mais qui est quand même très réduit. Ouais, coup de chapeau à Yaya Fofana qui a bousculé la hiérarchie au poste de gardien, puisque Gorgelin est revenu de blessure, mais pour l'instant, confiance est donnée à Yaya Fofana qui la rend bien hein, pour le moment, Complètement. puisqu'effectivement il est solide et du coup ça pose un vrai casse-tête entre guillemets, un bon casse-tête à Paul Le Guen pour ce poste de gardien. Et puis Cornet, un peu le Juninho normand qui nous a claqué 2 coups francs consécutifs. Celui contre Nancy est absolument superbe. Alors déjà celui contre Toulouse était beau. Celui contre Nancy, il est absolument superbe et passeur décisif sur le corner. Donc Mhm. voilà, quand tu as un mec qui sait débloquer les situations sur coup de pied arrêté aussi, ça aide beaucoup. Et c'est vrai que le jeu du Havre est pas des plus flamboyants, mais en ce moment, il y a Quentin Cornet qui a le pied chaud et qui, que ce soit par la passe ou la frappe directement, arrive à débloquer les situations. Donc j'ai envie de dire pourvu que ça dure pour le Havre, mais bon, effectivement, je pense que si ça veut perdurer dans cette zone-là du classement, il faudra quand même montrer un peu plus de constance dans le jeu et peut-être un peu plus de, oui, un peu plus de maîtrise aussi, j'ai envie de dire, collective dans le jeu. Mais on le répète, c'est une équipe jeune et donc voilà. En tout cas, c'est tout à fait louable après 10 journées d'être dans le top 5. C'est déjà des résultats très positifs. Et puis l'autre fait marquant, c'est l'actualité aussi. C'est Nancy qui s'est séparé de Daniel Stendel après le match nul contre Amiens à 11 contre 9. Voilà, pendant une mi-temps, Nancy était mené 1-0 à la pause, évolué à 11 contre 9 dès le retour des vestiaires. Et ils ont réussi à arracher l'égalisation sur une frappe déviée lointaine. C'est vraiment un but assez heureux. Mais évidemment, ça n'a pas suffi à sauver la place de l'entraîneur Daniel Stendel, qui a donc quitté Nancy sur un bilan de 4 nuls et 6 défaites, 0 victoire en 10 matchs dirigés. C'est l'entraîneur qui a dirigé le plus de matchs sans gagner en Ligue 2. C'est ASNL Database qui nous avait sorti cette stat. Donc voilà, Gauthier Gannet à la recherche d'un nouveau coach. Philippe, bon, pas de surprise, hein. Non, 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 C'était non, même attendu. si en début de saison, on disait on attend, on va voir, on voulait voir parce que par rapport à ce qui nous était vendu, on se disait bah, ça peut être intéressant, on va Mmh. attendre de voir maintenant, même si on se, on se dit toujours attention, c'est pas si simple que ça la Ligue 2 quand tu connais pas le championnat, en plus tu parles pas la langue, donc pour échanger avec tes joueurs, c'est quand même plus compliqué. Par exemple, Jacobacci qui est arrivé à Mmh. Grenoble, lui, bah voilà, il est suisse et il s'exprime très bien en français, donc c'est déjà, je trouve, beaucoup plus simple. Là, il y avait quand même une barrière un petit peu supplémentaire pour Daniel Stendel. Et surtout, dans ce qu'on a vu pendant 10 matchs, bah, c'était pas loin d'être catastrophique, quoi. Donc, on n'a Ouais, c'est jamais ça. compris le style de jeu de l'équipe. On nous a vendu du gegen pressing. Moi, je pense que j'ai pas vu du gegen pressing. J'ai vu n'importe quoi, mais j'ai pas Du vu du mauvais gegen. pressing. Ouais, ouais, voilà, je sais pas. C'est, Mais je pense que les joueurs étaient perdus. ouais, je C'était une pense hypothèse aussi. qu'on avait donnée. Et je pense que vraiment c'était ça. Et là, le truc, c'est à 11 contre 9. D'ailleurs, c'est l'envoyé spécial de l'équipe qui était au stade, qui narrait la deuxième mi-temps, disait qu'en plus, Nancy n'avait même pas tant d'occasions que ça. Quoi. Donc, c'est de Non, et te puis quand dire que. tu vois le but, il vient de nulle part, quoi. C'est une Ah frappe de oui, non, 25 mais mètres qui est déviée, qui, enfin, ça fait c'est. plaisir pour Giovanniac. Par Ouais, contre, ouais, pour le j'avoue coup, que c'est cool je pour l'aime lui parce bien. que.
Après ces 3 cartons rouges, voilà, ça va un peu lui faire du bien. Mais c'est vrai que dans le jeu, ils ont pas été capables de déstabiliser une défense, de 8 joueurs quoi, de champ. C'est quand même Ouais. dingue, surtout que généralement c'est des exercices que tu fais à l'entraînement quoi, Mais le problème, c'est que je donc ouais. crois qu'ils avaient tellement la pression de vouloir gagner et finalement de se retrouver en 11 contre 9, ils se sont ils étaient déjà menés, hein. Je pense que ça leur a mis une pression démesurée dans le sens où ils se sont encore plus Ouais, dit: ça «On n'a pas le droit». En fait, on n'a pas le droit de se vautrer et en fait, je pense que personne, mais malheureusement l'équipe, personne prend ses responsabilités dans ces cas-là et parce que quand tu es en 10 contre 8 dans le champ, enfin 11 contre 9, il faut en fait, assumer la possession de balle et aller créer des décalages et en fait, là, tu te rends compte que je pense qu'il y avait tellement aucun joueur en confiance que c'était plus des passes, mais dans des zones, très oui, c'est ça, sécurisées, pas quoi. Ça dangereuse, ouais. ça ouais, voilà, ça allait pas chercher le décalage, quoi et c'est ce qui manquait. Mais parce que la semaine d'avant, ils perdent déjà à 11 contre 9, donc c'est ce qui à 10 Ouais, contre 11 pardon. à 10 Donc contre 11, ouais et puis 4-1, et ouais, ils se puis prennent 4-1. 4-1 Donc en c'est 11 aussi contre je pense que voilà, forcément dans les têtes, ils sont pas bien. Là, alors Benoît Pederetti, je pense qu'il va être en capacité de remobiliser tout le monde et puis de faire du bien dans les têtes, mais il va falloir parce que mmh, sincèrement, ils sont déjà très loin, Nancy. mmh, Tu l'as dit juste avant, Dunkerque a montré qu'ils étaient capables d'aller choper 3 points impôts, on ne l'aurait mmh, jamais cru. Donc sincèrement, quand tu dis bah, qu'une équipe comme Dunkerque, elle peut aller récupérer des points impôts, et puis bah, là, pourquoi pas battre Bastia, mmh, c'est pas non plus inenvisageable. Bastia a battu Ajaccio. Voilà, pour le moment, Nancy, tu dis même à 11 contre 9, ils sont infoutus de battre mmh. Amiens. Quoi. Et Amiens encore, qui est 18e. tu sais qu'à 11 contre 10, je suis même pas sûr qu'ils faisaient des matchs nuls. Mmh, Et à 11 contre 11, c'était sûr qu'ils perdaient. Donc, sincèrement, il y a des gros points d'interrogation et aussi par rapport au niveau de l'effectif. Là, maintenant, bah, il va plus falloir se cacher sur le terrain. Donc, ouais et puis surtout que là, il y avait plus d'excuses de blessures et de machin, bah, c'est même ça. si voilà, après il reste toujours un ou 2 Il blessés, mais reste ça un ou c'est deux le lot blessés, mais comme dans tous les du lot de clubs. toutes les équipes. Ouais. Mais, au début de saison, on nous disait: «Oui, mais c'est parce que, il y a beaucoup de blessés en défense et puis, bah, le temps que les recrues s'acclimatent». Mais là, il y a déjà 10 journées de passées. 10 Je journées, sais on pas. a fait un quart du championnat. Si à ce rythme-là, tu prends 4 fois 4, tu prends 16 points, quoi. Enfin bon, c'est là, il y a vraiment urgence. On peut croire qu'il reste du temps, mais il y a vraiment urgence. Enfin, c'est compliqué. Le truc, c'est voilà, il faudra trouver un coach qui soit capable de vraiment secouer cocotier, ça se dit cette expression? Non, c'est un Ouais, peu ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est moche, mais c'est ça. voilà. Mmh. Benoît Pedretti, il a une grosse expérience. Il commence à avoir un Ouais. vécu hein, sur le banc parce qu'il Mmh. il a eu un rôle d'adjoint, tout ça, donc il commence. Mais bon, est-ce qu'il va être capable très vite de les remobiliser? Et qui sera le prochain coach nommé? Ça aussi, j'attends ça avec impatience parce que sincèrement, ce qu'on disait au toit sur le marché, c'est pas évident. D'ailleurs, ça nous fait une petite transition avec le futur Mmh. coach de Bastia, je pense. Exactement, Bastia qui est l'autre club, donc Nancy qui, Gauthier Gannet rencontre 5 profils de coach et qui fera le choix à l'issue d'avoir rencontré ces 5 coachs-là. À voir s'il persiste dans un coach étranger ou s'il essaye de ramener de la confiance au sein du groupe avec un coach, qui connaît mieux la Ligue 2 et peut-être qui parle français aussi, tu le disais, pour que le message soit directement compris par les joueurs. Et donc la transition était parfaite avec Bastia, Bastia qui avait choisi de se séparer de Mathieu Chabert avant le derby. Le derby a été remporté avec le duo Zago-Jeunechamp qui est prolongé d'un match. Mm, Et le nouvel entraîneur sera nommé à l'issue de ce match samedi à Dunkerque. Et comme ça, il aura la trêve internationale justement pour découvrir son groupe et commencer à travailler avec lui. Les derniers noms qui avaient circulé, c'était une finale entre Pascal Duprat et Régis Brouard. Voilà. À mhm. voir si effectivement ce sera l'un de ces deux-là ou si c'était un peu du bluff pour avancer un dernier nom masqué dans la dernière ligne droite. À voir Je sais Philippe, pas. qu'est-ce que tu en penses? Pas grand-chose. Pour moi, Pascal Duprat, il a montré l'année dernière qu'il avait plus envie d'entraîner, que ça l'intéressait plus. Donc je pense que voilà, je pense pas grand-chose de plus. On va Sur Régis retrouver des bonnes Brouard, punchlines, dans les médias, c'est déjà ça. alors, c'est sûr que pour nous, pour l'audience, Pascal Duprat, c'est une très bonne Mmh, recrue. On s'en cache pas. Après, au niveau du football, bah, je vois pas ce qu'il pourra apporter de plus qu'un Mathieu Chabert, par mmh. exemple. Mais Ce bah, qui ce qui est évidemment, dingue il en plus, laissera c'est sa vrai, chance, hein. c'est d'ailleurs en parlant de ça, c'est vraiment que moi j'ai regardé, j'ai livé, je vous ai fait le live du derby, tu mettais Mathieu Chabert sur le banc, c'était la même équipe. Enfin, on a vu exactement les mêmes choses que ce qu'on avait Mmh, vu de Bastia les matchs précédents, sauf que là, il y a eu l'efficacité offensive en plus, c'est ça. qui a cruellement manqué, en début de saison. Mais dans les contenus, clairement, Bastia, livrait souvent des bonnes performances et ils auraient sans doute mérité d'avoir un peu plus de points.
voilà, après, il y a peut-être l'électrochoc a peut-être joué aussi quand même hein, dans cette C'est victoire, possible. même si moi voilà, j'ai pas vu en tout cas un changement radical de façon de faire ou de 11 de départ entre les coachs et voilà, en tout cas ça a payé donc on va dire bravo aux dirigeants, enfin bravo entre guillemets, le choix a été payant de se séparer juste avant le derby. Maintenant on va voir si à Dunkerque ça se prolonge ou si c'était juste la motivation du derby, dirons-nous, qui a galvanisé un peu plus les troupes bastillaises. C'est ça. Donc voilà, Bastia qui choisira son coach samedi. Je pense Bah, qu'on a fait le on tour, aura un à petit peu indice près. parce que si Régis Brouard est en plateau, comme il est Ouais, souvent sur oui, c'est Multiligue, vrai j'ai quand que même du mal à croire qu'on va nous annoncer Régis Brouard s'il est en plateau. c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas. Mais et j'imagine que ça va quand même fuiter un petit peu avant. Pareil, si l'annonce a lieu vraiment samedi, après je me dis, enfin je vois pas une annonce en grande pompe le samedi juste après le match à Dunkerque, genre si tu as perdu, Mmh. Ouais, ouais. enfin je sais pas, ça me Ou ce sera avant le match, je sais pas, à je voir. sais Bon, on je verra, hein. je t'avoue que j'ai même un doute si le duo, Jeune Change Zago, pourrait pas, avoir, Bah ouais, peut-être si prolongation les un petit peu plus prestations longue. financières des coachs rencontrés sont trop hautes pour Bastia ou je sais pas, tu vois? C'est comme le mercato, il peut toujours se passer des choses, imprévues et finalement, Parce que c'est avoir dur, une hein, d'avoir autre, des idées, enfin c'est dur de sortir un «bon coach» entre guillemets du chapeau en ce moment. Après 10 journées de championnat, il y a des coachs libres, on cite souvent genre David Guillon, mais on sait très bien que David Guillon, bah, il est un niveau au-dessus. Enfin, il va pas jouer la relégation en Ligue 2, il a prouvé autre chose et après, bah, tu repars dans du déjà vu ou du déjà fait, et je suis pas sûr que c'est ça dont aient envie les supporters et les dirigeants des clubs actuels. En tout cas, par rapport à ce qu'on voit en Ligue 1 et en Ligue 2, pour moi, ce serait pas logique de voir ressortir, bah, par exemple, un Pascal Duprat. Mais après, je ouais. suis pas dans la tête des dirigeants. Bon, bah, on aura la réponse, assez rapidement finalement, à suivre évidemment, sur Ma Ligue 2 dès que ça tombe, on vous tiendra informé sur le site évidemment. Voilà pour le tour de l'actu de la semaine et on accueille tout de suite, Philippe, un super invité, Ibrahim Sissoko, Ouais. l'attaquant de Niort. Notre invité cette semaine est Ibrahim Sissoko, l'attaquant des Chamois niortais. Bonjour Ibra, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors bon, ma première question, elle est toute simple. On sait que tu reviens d'une longue période de blessure et tu retrouves le chemin des filets contre le Paris FC, cette belle victoire 4-1. Voilà, qu'est-ce que tu as ressenti au moment de marquer ce but? J'imagine beaucoup d'émotions peut-être pour ton retour. Ouais, c'est sûr, ça m'a fait beaucoup plaisir, ça a beaucoup fait plaisir à tout le monde, surtout après cette longue période de blessure, mais là, grâce à Dieu, tout va bien, on avance tranquillement. Bon alors on rappelle pour ceux qui nous écoutent, tu fais une saison à 15 buts en 2019-2020 et puis malheureusement tu es blessé à la fin de cette saison-là. L'année passée saison blanche pour voilà le temps de te soigner et puis tu es revenu progressivement dans le groupe contre Guingamp, contre Niort et là contre Paris où tu trouves le chemin défilé. Ça faisait 18 mois que tu n'avais plus marqué, que tu as dû attendre pour revenir. Est-ce que tu as douté un moment de vraiment pouvoir revenir au haut niveau après autant de mois de blessures? Douter, je dirais que non, parce que je sais ce que je vaux, on va dire. Et je me suis dit qu'il fallait beaucoup travailler pour essayer de revenir le plus tôt possible. Après, c'est vrai que ça a pris plus de temps que prévu. Mais au jour d'aujourd'hui, tout va bien. On va dire que j'ai plus rien et je recommence à jouer au foot, donc c'est super et je suis content. Oui, il faut quand même un sacré mental pour voilà pour réussir à revenir comme je le disais au haut niveau après une aussi longue absence. Comment tu as vécu tout simplement cette période du coup? Bah, franchement, c'était compliqué. Et voir les autres jouer sans Ouais, pouvoir jouer, c'est très compliqué, surtout quand tu as l'habitude de faire ça. Mais après, je savais que ça allait prendre du temps et que je pouvais pas arriver et ne pas être prêt. Il ouais. fallait que je me soigne et c'est ce qui s'est passé. Ça a pris du temps, mais au jour d'aujourd'hui, tout va bien. Et actuellement, Ibrahim, tu t'estimes à quel pourcentage de tes capacités physiques? Tu dirais que tu as retrouvé 100 de tes capacités déjà ou pas encore tout à fait? Il va te falloir encore, emmagasiner du temps de jeu et pour vraiment retrouver le plus haut niveau? Bah non, je pense que déjà, je suis pas à 100% au jour d'aujourd'hui. J'ai besoin de enchaîner les matchs, de jouer, de beaucoup m'entraîner encore. Mais non, je dirais que je suis pas à 100% au jour d'aujourd'hui. Parce que sur ton but, tu as quand même montré que
t'as pas perdu tes qualités de vitesse. Enfin, tu as vraiment le coup de rein, l'accélération pour mettre toute la défense dans le vent. J'imagine que ça te met en confiance aussi par rapport à ton corps. Ouais, c'est vrai que j'ai revu l'action et j'ai vu que j'avais bien accéléré. Après, il faut pas l'oublier, je suis rentré que 4 minutes avant. Les joueurs avaient déjà joué 60 minutes quasiment. Donc ça va. Non, après, je dirais que pour tenir un match, il faut plus de coffres et j'ai besoin d'emmagasiner beaucoup de temps de jeu. Justement, c'est très important, j'imagine, l'échange que tu as avec le coach Sébastien Desabre et tout le staff autour de ton cas. On sait que les joueurs qui reviennent d'une longue blessure, il faut faire attention à pas à ménager un peu les efforts au début, le temps que le corps se réhabitue à tous les efforts des matchs notamment. Comment ça se passe la relation avec Sébastien Desabre? Tu as repris aussi en réserve avant de revenir en Ligue 2. Voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup d'échanges en fait. Ouais, ouais, il y a beaucoup d'échanges. On est assez proches, surtout quand on revient d'une longue blessure comme ça. Ils essaient de beaucoup me. Pardon. Ils essaient beaucoup de me conseiller sur comment les choses vont arriver, ne pas être trop pressé, ne pas être frustré. Je sais que je reviens d'une longue blessure et que tout ne va pas rentrer dans l'ordre en quelques semaines. Ça va peut-être prendre du temps, mais le but, c'est que je m'adapte et que ça prenne le moins de temps possible. Voilà, on va parler aussi d'un point de vue plus collectif, les Chamois. Encore une fois, vous réalisez vraiment un super début de saison. Vous avez déjà 15 points, vous êtes 8e. Bon, quel est ton regard, toi, du coup, sur ce début de saison? Qu'est-ce que tu en penses de ces 10 premières journées des Chamois? Bah déjà, je suis super content. Arriver dans un groupe qui performe, c'est plus facile pour un joueur. Après, je sais que la saison est très longue et il va falloir être rigoureux sur toute la saison si on voudrait que ça se passe bien et essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que l'année passée, par exemple, à accrocher les barrages. Et le but, c'est de se sauver le plus tôt possible, tout simplement. Le groupe Oui. a l'air d'être très sain et de très bien vivre ensemble. Enfin, on sent en tout cas sur les célébrations, sur les scènes d'après-match, qu'il y a une vraie osmose au sein de l'effectif. Ça doit vous aider aussi, quelque part, ce bon début de saison? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'on est tous contents d'être tous ensemble, surtout après la grosse épreuve des barrages de la saison passée. Ça nous a, je dirais que nous a encore plus rapprochés de traverser des moments comme ça. Et je pense que c'est la meilleure façon d'avancer pour qu'on ait des bons résultats. Ça se ressent sur le terrain, mais c'est vrai qu'en dehors du terrain, on est aussi très proches. Et justement, comment tu as vécu cette saison dernière? Alors non seulement, bah, tu avais, la blessure à gérer, enfin ton retour, ta réathlétisation, ta rééducation, mais, en plus, on a vu l'équipe qui avait super bien démarré et la deuxième partie de saison était plus dure jusqu'au barrage et Niort a vraiment eu peur. Quand on peut pas jouer, quand on voit ses partenaires, qui doivent disputer un barrage, comment tu l'as vécu du coup, cette saison dernière? Bah, franchement, c'est très frustrant. J'aurais bien aimé jouer. Après, malheureusement, je ne pouvais pas. Mais c'est vrai que je suivais de près les choses qui se passaient. Et franchement, je suis très content du résultat. Si au jour d'aujourd'hui, ils n'auraient pas été maintenus, et bah, ça aurait été compliqué Mmh. pour moi de revenir et de retrouver le monde professionnel déjà. Ouais, c'est sûr que après une aussi longue blessure, c'est bien de pouvoir, revenir, au sein d'un groupe que tu connais bien. On en parlait tout à l'heure, tu avais fait une saison 2019-2020 qui était incroyable, 15 buts en 25 matchs. Malheureusement, il y avait le Covid qui avait, coupé net la saison, mais tu étais parti sur des bases, pour mettre au moins 20 buts. Là, l'objectif à court terme, on va pas parler de 15-20 buts, il faut le temps de retrouver la forme, mais est-ce que tu t'es déjà fixé des petits objectifs à court terme? Ou plus globalement pour la saison, voilà, quels sont tes objectifs? Bah, franchement, moi, comme j'ai toujours dit dans mes interviews passées, j'ai pas d'objectif. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Et si je dois en mettre un, je vais en mettre un. Si je dois en mettre 10, je vais en mettre 10. Si je peux en mettre 30, je vais essayer de mettre les 30. Et puis voilà, je compte pas. Franchement, je m'arrête pas. Et après, on verra. On fera les comptes à la fin, comme je dis souvent. Philippe, est-ce que tu as une petite question?
Ouais, moi, je voulais revenir justement par rapport à ton année exceptionnelle à 15 buts dont parlait Dorian. On sait qu'il y avait aussi des clubs forcément à cette période qui étaient intéressés par ton profil. Alors la blessure a également compliqué les choses, mais on aurait pu te retrouver en Ligue 1 si jamais la saison Covidée s'était continuée. Enfin, c'était une vraie opportunité pour toi. Il y avait des clubs de Ligue 1 qui s'intéressaient à toi. On aurait pu, mais ça s'est pas fait, malheureusement. Après, c'est comme ça, j'en veux à personne. C'était les choses qui sont écrites comme ça, et voilà, tout simplement. Maintenant, ça y est, c'est derrière moi, et j'ai essayé d'enchaîner les matchs, essayer d'être performant. Après, on verra ce que ça donne. Et tu restes jeune, donc pour toi, c'est un objectif aussi dans un coin de ta tête de goûter à la Ligue 1 à terme? Bah, c'est sûr, pour un professionnel, ce serait de connaître le meilleur niveau. Après, si j'ai la possibilité d'y aller, j'irai avec plaisir. Ce serait la récompense de mon travail. Mais franchement, j'y pense pas plus que ça au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, je pense plus à enchaîner les matchs, retrouver ma capacité physique et, essayer de mettre des buts. Alors pour revenir sur ton parcours plus globalement, on rappelle que tu avais connu la montée en Ligue 2 avec Béziers à l'époque, où tu avais fait une super saison aussi en National 1. Vous étiez monté, bah, c'était Mathieu Chabert qu'on salue d'ailleurs, le coach qui a été récemment écarté de Bastia, mais voilà, qui à l'époque vous étiez monté ensemble. Et puis tu avais été recruté par Lorient. D'abord prêté à Béziers pour t'acclimater un peu à la Ligue 2. Et Lorient t'avait rappelé bah, dès le mercato d'hiver, je crois, enfin en cours de saison, Lorient t'avait rappelé. À Lorient, ça n'a pas trop marché pour toi. Est-ce qu'avec le recul, tu comprends pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait qu'à Lorient, tu n'as pas réussi à t'exprimer comme tu l'as très bien fait à Niort la saison d'après? Bah, je dirais que déjà, en quittant Béziers pour arriver dans un club comme Lorient, c'était une étape. Ouais. Et on va dire que je sais pas si l'étape était assez élevée pour moi, trop élevée peut-être. Mm. Ça, je sais pas et je le saurai jamais parce que j'ai pas eu vraiment la possibilité de jouer. Mais après, il y avait un groupe, il y avait un coach. C'était une question de choix, tout simplement. Mm. Après, j'ai pas joué, mais j'ai continué à bosser et ça s'est vu sur la saison d'après, tout simplement. Ouais, clairement, avec le recul, on se dit que Lorient est quand même passé à côté de quelque chose, parce que quand on voit que tu es capable de mettre 15 buts dans une équipe comme Niort, où il y a moins d'individualité, où c'est peut-être un peu plus dur de s'exprimer pour un attaquant, parce qu'on n'a pas forcément des aussi bons ballons, même s'il y a on voit cette saison, il y a d'excellents joueurs à Niort. Mais ouais, c'est vrai que je repensais à ça, je me dis c'est marrant qu'à New York, qu'à Lorient, tu n'aies pas réussi, tu n'as même pas eu ta chance. Finalement, il y avait beaucoup de joueurs à ton poste. Il y avait Pierre Yvamel, il y avait peut-être encore Gaëtan Courtet aussi à l'époque. Là, c'est vrai que il y avait beaucoup de joueurs du même profil, on a l'impression, à Lorient. Ouais, c'est sûr que déjà, on va dire que c'était pas le même championnat entre Lorient Ouais, et et Béziers, Béziers. ouais, forcément. Mais voilà, après, moi, je savais de quoi j'étais capable, j'ai jamais douté sur ça. Après, malheureusement, quand je suis arrivé, le coach avait une idée de jeu, une équipe, et malheureusement, j'ai pas trop eu ma chance. Mais maintenant, c'est fait, c'est derrière moi, et j'ai pu montrer la saison d'après que je pouvais rebondir, que j'avais des qualités, mais j'aurais aimé avoir ma chance là-bas, c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est une expérience qui t'a servi aussi, j'imagine, voilà, te rendre plus fort, comme on dit dans ces cas de figure. Euh, Petite dernière question, prochain match à Sochaux. Voilà, ça c'est une belle affiche pour quand on est joueur contre une équipe de Sochaux qui performe cette année, qui est sur le podium. Quel est ton avis sur cette équipe de Sochaux là? Tu les as vus jouer un peu cette saison? J'ai pas regardé tous les matchs, mais j'ai regardé quelques matchs. C'est vrai que c'est une très bonne équipe. Bon, on l'a vu sur leur bon début de Mm. saison. Maintenant, on sait que ça va être un match qui est pas facile. Ils ont besoin de confirmer, de prendre des points. Et nous, on est sur une bonne lancée. Donc, je pense que ça va être un match, un gros match. C'est Ouais, il y souvent aura des matchs des spectaculaires, Mm. Niort Sochaux. Il y ça a souvent s'ouvre des buts. ça s'ouvre aux Ah ouais, attaquants souvent.
Et moi, j'ai une petite question, une dernière question, Ibrahim, par rapport à ton coéquipier, Bilal Boutoba, qu'on a nommé parmi les 4 meilleurs joueurs de Ligue 2 sur ce mois de septembre. Donc voilà, on incite les Niortais à voter pour lui. Qu'est-ce que tu penses justement de son début de saison, que nous, franchement, on trouve mais excellent, enfin, pour pas dire plus. Ça te donne envie aussi d'être sur le terrain, de te dire qu'il va te régaler, parce que là, il a déjà mis 3 buts, mais il délivre des belles passes aussi. Donc, quelque part, c'est quoi, toi, ton regard d'attaquant par rapport à ton coéquipier? Bah, déjà, ça fait très plaisir de jouer avec ce style de joueur. On a pu le voir que déjà sur mon premier but, c'est lui qui me fait la passe. Et c'est des joueurs qui régalent, qui aiment donner, qui aiment marquer. Donc, ça fait plaisir d'avoir des coéquipiers comme ça. Après, sur son début de saison, c'est vrai qu'il fait un très gros début de saison, qu'il a été très performant. Et j'espère que ça va continuer tout au long de l'année. Ouais, une vraie belle. J'allais dire, chaque année, on a la surprise. On se dit que Niort, c'est une équipe jeune qui a besoin de peut-être un peu de temps. Et puis finalement, à chaque fois, vous commencez super bien. Donc, voilà, ça fait plaisir de voir cette qualité de jeu. Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, ça va être la mission, c'est de durer sur tout le championnat pour pas se faire peur cette année, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, on l'a vu sur les dernières années, même avant que je me blesse. On avait fait un bon début de saison et malheureusement, après la trêve, il y a une deuxième partie de saison qui est un autre championnat, tout simplement. Et c'est là où il faut confirmer. Et j'espère que cette année, on va réussir à ne pas se mettre en danger comme les années passées. Ouais, un maintien serein, ce sera déjà une belle réussite après les barrages vécus la saison dernière. Un grand merci, Ibrahim, vraiment de ta disponibilité. Encore bravo pour le fait de ne pas avoir lâché, de revenir après 18 mois de blessure, retrouver les terrains, retrouver le chemin défilé. De l'extérieur, c'est très plaisant à voir également. Et voilà, on te souhaite le meilleur pour la suite de la saison, ainsi qu'au Chamois. J'en profite aussi pour saluer Mathieu Michel, qui s'était fait une rupture des ligaments croisés la saison dernière et qui, je crois, est pas loin de revenir aussi avec le groupe. Donc voilà, petit message aussi à Mathieu Michel. Merci beaucoup, Ibrahim. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Salut. Troisième partie de notre émission. Après Ibrahim Sissoko, on reçoit un joueur un peu moins prolifique face au but, je pense. C'est Rémi Farge, journaliste pour l'Est républicain, qui suit Sochaux, l'actualité de Sochaux de très près. Salut Rémi, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour messieurs, quel accueil. Plutôt profil défenseur. Je le dis, c'est pas parce que tu rates beaucoup d'occasions, c'est parce que tu es plutôt défensif. On a eu l'occasion de faire quelques foot ensemble à Paris. J'en ai des bons souvenirs. Bon, est-ce que c'est la bonne année pour Sochaux, mon ami Rémi? C'est un peu ce que tout le monde espère ici, hein, mais 10 journées sur 38, c'est encore tôt, c'est très serré encore derrière, même si on a 20 points. Sochaux avait jamais eu ce total de points sous la pluie unique, même la saison avec les Fro, Pedretti, Meriem et consorts. C'est dire. Donc oui, c'est dire, c'est une sacrée perf, surtout que sur les 20 points, il y a des défaites qui sont plutôt frustrantes, notamment celle contre Le Havre, avec 2 cagades où on aurait pu faire mieux. Donc non, tout va très bien et on n'a plus tellement l'habitude de ça à Sochaux. C'est pas la première fois que Sochaux fait un bon début de saison, mais à ce point-là, jamais. Donc écoute, c'est peut-être la bonne année, mais on va en parler, je pense, plus en détail. Il y a quand même encore 2-3 choses qui me font dire qu'il faut rester très prudent. Mais écoute, oui, pour l'instant, le ciel est bleu et autant en profiter parce qu'on a eu tellement de galères ces 5-6 dernières années, on va pas se plaindre. Hein. Ouais, Sochaux qui revient de loin après toute cette période, le DUS notamment, où ça jouait le maintien plutôt que la montée, c'est clair. Justement, alors là, on a vu les points forts de Sochaux depuis le début de saison, voilà, avec cette équipe type qui s'est vite dégagée et qui est performante. Mais on a vu aussi que dès que Omar Daf a fait un peu tourner, notamment la première période à Guingamp, c'était un peu plus compliqué. Donc c'est toujours la même question qui revient. Est-ce que cet effectif est assez étoffé pour tenir sur la longueur, selon toi? La réponse est facile, c'est non. L'effectif n'est pas assez étoffé. Je pense que ça, tout le monde en a conscience. Maintenant, est-ce qu'il faudra avoir un effectif très étoffé pour tenir sur la longueur? C'est ça, en fait, la question que tout le monde se pose à Sochaux. Parce que si toutes les planètes sont alignées et que les joueurs tiennent le coup physiquement, les joueurs titulaires tiennent le coup physiquement, il n'y aura pas besoin d'avoir un effectif très étoffé. Mais on sait très bien que c'est très rare de passer une saison sans pépin physique, sans suspension.
Et on commence déjà à en voir un petit peu les prémices là avec la suspension de Diédhiou plus Lopi, Kabouni qui ont des pépins physiques. Tout de suite, tu te rends compte que tu n'as aucune marge. Ça t'oblige à faire jouer Rassoul Ndiaye au milieu, bon, qui s'en sort pour l'instant très bien, donc pourvu que ça dure. Mais le problème, c'est que derrière Rassoul Ndiaye, on a à nouveau là des très jeunes, hein, Malcolm Vitar qui a que 2 matchs de Ligue 2 dans les jambes. Derrière, on a dû faire entrer contre le Paris FC Sidi Diagne dans les dernières minutes. C'était son premier match pro, avec Marvin Senaya qui était aussi sur le terrain coup d'envoi. C'est son premier match pro. Donc c'est un effectif qui est en qualité, me paraît être le meilleur depuis que Sochaux est retombé en Ligue 2 en 2014, mais qui en quantité est vraiment réduit à peau de chagrin. Et donc forcément, c'est ce qui va peut-être coincer à un moment donné par rapport à des équipes comme Toulouse, comme Auxerre, et comme d'autres prétendants à la montée qui, eux, ont pas loin d'avoir tous les postes doublés. C'est pas le cas à Sochaux. Pour l'instant, ça tient bon, mais bon, Mardaf lui-même le dit, hein, il le dit tout le temps quand on lui parle de montée, il y a des équipes qui sont mieux armées. Il dit toujours qu'il n'y a pas de profondeur, que c'est difficile de faire du turnover. Après, à Guingamp, on peut peut-être aussi lui dire qu'il y a eu 3 changements d'un coup devant et que du coup, c'était pas non plus facile pour ceux qui entraient d'entrer dans ces conditions. Parce que voilà, Virginius, on connaît son potentiel. C'est pas parce qu'il a fait un mauvais match à Guingamp que tout de suite, c'est plus un remplaçant efficace pour le FCSM. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est vrai que c'était un choix fort de Mardaf. C'est assez surprenant d'ailleurs de vraiment changer tous ses titulaires quasiment offensifs en même temps. Et bon, on a vu que dès qu'ils sont rentrés en deuxième période, ça a tout de suite ça a été mieux. On a vu un bon 0-0 justement contre un adversaire direct, contre Auxerre. Positif pour Sochaux, en tout cas contre les adversaires directs. Comme Auxerre par exemple, on voit que Sochaux répond présent. Alors il y a eu la défaite 1-0 Ajaccio qui se joue pas à grand chose et on sait que c'est toujours compliqué. Donc voilà, au moins dans les confrontations directes, on voit que Sochaux a dû répondre clairement face à d'autres prétendants. Pour moi, ce match contre Auxerre est très significatif dans le contenu parce qu'il y a eu 0-0, mais c'était un vrai beau match. Par moment, moi j'ai même eu la sensation d'assister à un match de milieu de tableau de Ligue 1 sur certaines séquences. C'était 2 belles équipes qui s'affrontaient et Sochaux, face à une équipe qui l'a plutôt privé de ballon, ce qui n'est pas souvent le cas depuis le début de la saison, a trouvé des solutions pour répondre, notamment avec la percussion de Ndiaye ou alors la vitesse de Kaloulou pour aller vite et gêner la défense centrale. Alors, on s'en sort plutôt bien sur 2 actions, puisque certes, tape 2 fois les montants, mais Sochaux a aussi eu 2 face-à-face par Kaloulou. Finalement, ce match, les 2 équipes auraient pu gagner, je pense. Et oui, c'est significatif contre, pour moi, ce qui se fait de mieux en Ligue 2, de tenir tête dans le jeu, pas seulement au niveau comptable, mais aussi dans le jeu, d'avoir tenu tête à cette équipe. Et Furlan et Bernard l'ont dit en conférence de presse, c'est sans doute la meilleure équipe qu'ils aient affrontée cette saison, parce qu'elle les a fait déjouer. Eux, ils n'étaient pas satisfaits du contenu, de leur match, mais c'est aussi parce que Sochaux a su trouver des parades pour faire déjouer cette équipe de Serre, réduire un peu les espaces entre Charbonnier et les autres joueurs offensifs. Parce que Charbonnier, sur ce match-là, n'a pas existé et c'est pas anodin, à mon avis. Ouais, Philippe, on a hâte de voir un petit Toulouse-Sochaux le 20 novembre. Je regardais le calendrier. Voilà, justement, dans le même ordre d'idée, de voir comment Sochaux va réagir à affronter le leader pour le moment de ces championnats. Mais Sochaux, ils ont joué pas mal de gros déjà. En plus, c'est un super départ, mais en ayant joué pas mal d'équipes en forme, je crois. Le Havre, il y a eu des défaites contre le Havre, du coup, on en parlait. Il y a eu le Paris FC, il y a eu Auxerre, il y a eu Paris Ajaccio. D'ailleurs, la première mi-temps contre le Paris FC, très bonne aussi. Enfin, franchement, la première mi-temps contre le Paris FC, moi, c'est la meilleure que j'ai vue depuis que Sochaux est en Ligue 2. Hein. Franchement, ah bah ouais, c'était assez impressionnant. C'est ça, on voit pas tous les matchs, mais franchement, sur ce match-là, j'ai trouvé Sochaux impressionnant. Enfin, l'intensité qu'ils ont mis, et puis ils les ont mais étouffés complet. Donc ouais, c'est vachement rassurant. C'est vrai que Toulouse, ce sera un bon moyen de s'étalonner, mais d'ici là, il faudra avoir. C'est pour ça. C'est pour ça, il faudra voir aussi contre d'autres équipes des matchs peut-être un peu plus traquenards parfois. Comment justement cette équipe de Sochaux va gérer ça, parce qu'elle aura. Niort, c'est un bon test samedi, je trouve. Niort, c'est pas mal samedi comme test, parce que c'est une équipe qui vient de gagner 2 matchs, mais qui est pas taillée pour jouer la montée. Et du coup, c'est vraiment un match. Ouais, voilà, c'est un match qui peut montrer si vraiment t'es capable dans d'autres registres de répondre présent aussi, quoi. Ouais, puis je pense que personne n'a oublié à Sochaux la défaite. C'était quoi, 4-3 l'année passée 4-3, c'est ça. On était mené 4-1 même, je crois, à un moment donné dans le match. Donc effectivement, bon test parce que Niort, ils viennent d'en passer 4 à Paris, mine de rien, et l'année passée, on le dit, ils en ont passé 4 à Bonal. Donc ouais, Sochaux, à Niort, pardon, c'est vraiment pas l'équipe à prendre à la légère. Et si tu veux, juste avant la trêve. Voilà, et si tu veux vraiment jouer la montée sur la longueur,
Et bah justement, c'est aussi là où peut-être que Ouais. Sochaux doit franchir un cap par rapport à la saison dernière, tu vois, typiquement. Je suis C'est un match d'accord. En comme plus, si j'en ai juste avant la trêve, si tu peux basculer avec encore 3 points de plus et donc faire certainement un trou sur d'autres équipes du top 5, c'est mon idéal. Et en plus, ce sera le 5e match à Bonal cette saison. On n'a toujours pas pris de but à Bonal. Ça aussi, on l'a pas dit, mais c'est Ah ouais, une stat qui veut dire beaucoup aussi. Et si tu peux continuer ça une semaine de plus, je pense que tout le monde est preneur, hein. Oui, parce que oui, Le Havre, j'étais en train de dire oui, mais Le Havre c'est à domicile, mais c'était à Dijon. C'était à Dijon, ouais, c'est ça. Ouais. Exactement, ouais. Le premier match à domicile qui avait été délocalisé. Ouais, Sochaux, je regarde le calendrier, Sochaux Niort, il y aura Rodez après la trêve, ça ce sera après la trêve. Ensuite, ce sera QRM, Nancy, Nîmes et puis bah, Toulouse. Donc voilà, il y Là, a tu as un encore calendrier avec des équipes un peu moins Ouais. du haut de tableau. Mm. Mais il faut se les taper, ouais. C'est ça. faut se les taper, Ouais. surtout Nancy dans 3 semaines, tu vois. Qui sera Ouais. Nancy dans 3 semaines, personne ne le sait. Il y aura Ouais, un nouveau c'est coach qui clair. aura été nommé, il peut y avoir une nouvelle dynamique. Mm. Donc il faut rester très prudent par rapport à ce calendrier. Et on C'est en vrai. est où parce que la saison dernière, alors on a beaucoup entendu, beaucoup lu de critiques sur le jeu soi-disant un peu frileux d'Omar Daf, etc. Malgré les bons résultats de Sochaux, on le rappelle, voilà, il n'y avait pas forcément une adhésion totale. On en est où de ce côté-là, plus du côté des supporters, toi qui es sur le terrain et qui est au stade, etc. Est-ce qu'il y a un peu un revirement de situation de ce côté-là? Parce que c'est quand même plaisant quand on voit Sochaux contre Auxerre, même s'il y a 0-0, quand on voit à Guingamp, quand on contre Paris. Voilà, on s'ennuie pas quand on regarde Sochaux, quoi. Bah là, je pense que Mardaf, il est en train de faire taire tous ses détracteurs, hein, de toute façon. Alors, il y a encore de temps en temps des périodes qui sont pas abouties, notamment la première période à Ajaccio, la première période, enfin même tout le match dans le jeu contre Guingamp. Mais pour le reste, on prend quand même vachement de plaisir à regarder jouer cette équipe cette saison. Que ce soit le match contre le Paris FC, que ce soit le match contre Auxerre. La toute première journée contre Dijon avait déjà été très très intéressante dans le jeu. Il n'arrête pas de nous ressortir sa philosophie de jeu à longueur de conférence de presse au Mardaf, mais bon, on est obligé de lui donner raison. Il y a quelque chose qui se dégage et il y a une vraie identité de jeu cette saison à Sochaux. C'est dû en grande partie au fait que tu es un Weisbeck qui marche toujours sur l'eau, au fait que tu es un Kaloulou devant lui qui se déplace beaucoup et qui soit en fait très friand de ce jeu dans les pieds, dans l'espace, d'aller vite. Tu as Dokuto qui est un peu sur courant alternatif, mais qui quand même apporte pas mal de choses sur son côté. Tu as ramené Tony Mauricio, qui est aussi un joueur de ballon. En fait, tu as beaucoup plus de joueurs de ballon que la saison dernière. Au niveau des latéraux, tu as un Valentin Henry qui est pareil, un joueur beaucoup plus doué avec ses pieds que ce qu'on pouvait avoir avant. Et puis au milieu, tu as la paire Lopi et Tune qui est surprenant. Tune, on avait l'habitude de le voir juste dans le registre cassage de jeu, gratteur de ballon, et qui maintenant aussi se débrouille bien dans la projection. Donc il y a une sorte d'adhésion totale du collectif à ce que demande Omar Daf. Et ça se ressent. Mais alors après, la question, c'est toujours la même, hein. On a l'habitude avec Sochaux de pas trop s'enflammer. Est-ce que ça va Ouais, durer? c'est ça. Est-ce que ça va durer? Ce qui est sûr, c'est que ça dure déjà plus longtemps que d'habitude. Ouais. Et puis que là, il y a l'air quand même d'avoir une qualité technique supérieure à ce qu'on a eu ces dernières saisons. C'est vrai qu'on le sent, ça, Philippe. On sent quand même, quand on voit, bah, il y a des supporters de Sochaux qui nous suivent depuis des années sur Twitter, par exemple, et on sent qu'il y a quand même la retenue. On sent qu'à Sochaux, il y a quand même ce traumatisme des saisons précédentes, même celles qui avaient bien commencé ou qui avaient du mal à se terminer, quoi. Et on sent que c'est encore présent, quand même. C'est un peu la sagesse des Francs-Comtois aussi, je pense. C'est pas des gens qui s'enflamment et ils ont raison aussi souvent. Ouais, Après, j'ai toujours trouvé quand même qu'il y avait une frange des supporters qui était vraiment dure avec Omer Daf dans la critique. Et bon, moi, je trouve que les explications de Rémi me conviennent très bien parce que justement, la différence par rapport à l'année dernière, c'est que tu as haussé la qualité technique de ton équipe. Et l'année dernière, il y avait déjà des choses. Moi, je voyais déjà des choses à Sochaux et je disais aux supporters de Sochaux, ben, regardez les matchs du Havre et vous verrez ce que c'est que s'emmerder. Là, j'ai envie de leur dire, si vous emmerdez encore pendant une mi-temps, bah, zappez sur Nancy pendant une mi-temps et vous allez comprendre ce que c'est une équipe qui joue mal au foot. Il faut aussi, voilà, Omar Daf, il a vraiment enclenché quelque chose, mais dès son arrivée, et progressivement, ça se construit, ça monte, et la qualité technique des joueurs, elle l'aide beaucoup cette année à proposer encore autre chose. Et c'est pour ça que moi je me réjouis de voir Sochaux justement à domicile, l'intensité, parce qu'en plus de l'intensité qui existait déjà, maintenant tu as la qualité technique. Et ça, c'est vraiment hyper plaisant quand tu les regardes jouer. Et tu sais, je vais compléter ce que tu dis. Moi, j'ai rencontré Mardaf longuement lundi parce qu'on a publié une interview vendredi avant son 100e match comme titulaire vraiment du poste d'entraîneur en Ligue 2. Et donc, il est revenu un petit peu sur son parcours. Sa première saison, il arrive en cours de saison
dans des conditions. Bon, on va pas reparler de ce qui s'est passé avec Baskonia, Ledus et tout ça, mais bon, il fallait jouer le maintien, c'était la survie. La deuxième saison, il avait pas le droit, on était interdit de recrutement. Et donc, finalement, c'est que depuis la saison dernière qu'il peut vraiment travailler et apporter ses idées et vraiment apporter une patte sur le mercato. Et donc, forcément, la première saison où tu travailles, elle ne peut pas être franchement aboutie, mais on l'a déjà dit, c'était notre meilleur classement en Ligue 2. Alors, certes, il n'est pas dingue le classement, mais c'était notre meilleur classement. Et donc, cette saison, tu vois vraiment dans le mercato une accélération franche avec un club qui, à nouveau, peut mettre de l'argent sur la table pour recruter des joueurs. Parce que Kaloulou, Mauricio, ça coûte peut-être pas très cher en transfert, mais le salaire, il est conséquent. Ouais. Et là, tu atteins des niveaux qu'on n'avait plus vu à Sochaux depuis des années. Et puis, tu vas chercher du Valentin Henry, tu vas chercher des joueurs comme ça. Et au final, petit à petit, en fait, tu mets des briques. Et là, on est dans la saison où vraiment, je pense qu'Omar Daf, il peut mettre en place ce dont il rêve dans sa philosophie pour la première fois, en fait, seulement, alors que ça fait 3 ans qu'il est là. Et donc, peut-être que c'est encore tôt cette saison parce qu'il va toucher certaines limites à un moment donné. Mais en tout cas, s'il est dans une forme de continuité, on ne peut pas lui enlever ça. Depuis le premier jour, et à chaque fois, il monte. Est-ce qu'il montera tout en haut dès cette saison? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une continuité. On peut pas mentir là-dessus. Ça, c'est évident. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et si on peut souhaiter quelque chose aux supporters de Sochaux, c'est que la saison ressemble un peu à celle de Clermont la saison dernière, où Clermont, ils ont été clairement épargnés par les blessures, etc. Et tu prends, à part sur la fin, un petit peu milieu de terrain, mais vraiment sur la toute fin. Mais sinon, ils avaient vraiment leur 11 et ça bougeait très très peu. Et finalement, ils ont réussi à tenir toute la saison avec, 15 joueurs peut-être, 14-15 joueurs à Clermont, parce qu'il y avait très très peu de turnover et ça a tenu toute la saison. Donc franchement, ça a montré que même en Ligue 2, c'est pas impossible. Voilà, si tu es épargné par les blessures, franchement, c'est pas impossible de voir Sochaux pouvoir tenir sur la longueur. Donc voilà, seul le temps pourra répondre à cette question. Merci beaucoup Rémi pour ce débat hyper intéressant sur Sochaux. Donc Sochaux-Niort, tu vois, ce qui est beau aussi, c'est qu'un Sochaux-Niort est devenu sexy, Philippe. Tu vois, il y a 3 ans, tu voyais un Sochaux-Niort sur le terrain, tu te dis. Vous vous rendez compte que Sochaux-Niort, c'est un match directeur d'un multiplex. En plus, c'est vrai. Non, mais c'est là où tu notes. Non, mais on rigole, mais c'est là où tu notes la progression d'un club. On pourrait enfin atteindre les 10 000 personnes à Bonal puisqu'il y a des invitations pour les abonnés, donc ça devrait permettre d'atteindre la barre des 10 000. Enfin, il y a belles ambiances sur les derniers matchs à domicile en plus. On sent que ça. Non, mais tu sens que c'est un cercle vertueux pour le moment. Enfin voilà. Pour l'instant, oui, le cercle vertueux, il est net. Et à tous les niveaux. Voilà, on rigole, mais c'est vrai que ce Sochaux-Niort, c'est entre un Niort, comme on l'a dit, 2 victoires consécutives, qui vient de mettre 4-1 en Paris, et Sochaux qui est assez spectaculaire à domicile. Ouais, non, franchement, voilà, même un Sochaux-Niort est devenu sexy au fil des années. Donc c'est là où on voit la progression d'un club en tout cas. Merci beaucoup Rémi. Tu restes avec nous pour le quiz rapidement pour te tester à Philippe. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite. Alors, comme tu es avec nous Rémi, je rappelle que tu suis le FCSM, donc je vais vous demander la compo d'un match de Sochaux. Qu'est-ce qu'il y a eu comme. Tiens, voilà, on va se marrer un petit peu. On en parlait, le Sochaux-Niort de l'année passée. 4-3 en faveur de Niort. Je vais vous demander de. C'était quoi la date? Alors, c'était le 7 novembre 2020, du coup. Je vais vous demander d'abord la compo de Sochaux, et puis si vous êtes inspiré sur la compo de Sochaux, on se départagera avec Niort. C'est pas équitable. Vous avez le droit à un joker chacun pour la compo de Sochaux, c'est-à-dire à une erreur chacun sans être éliminé quand même, parce que c'est pas si évident que ça, même si je pense qu'il y aura des joueurs assez évidents, mais voilà. Qui veut? Je laisse la parole à Rémi, notre invité quand même, qui pour lancer le bal. Il y a Weisbeck, parce qu'il a mis à retourner. Ouais, il y a doublé de Gaëtan Weisbeck sur ce match, donc c'est bon pour Rémi, c'est validé. Moi je vais dire qu'il y a Pogba en défense centrale. Alors, tu as déjà utilisé ton joker, c'est bon. C'est pas là. Je regarde. Il devait être suspendu ou blessé parce qu'il n'est pas sur la feuille de match. Donc, oh putain. Malheureusement pour toi. Bon, Diédhiou était là alors du coup. Ah oui, t'enchaînes, je pensais que t'es. Okay. Ah pardon. Mais c'est pas grave, Diédhiou était titulaire. Il avait pris un carton jaune d'ailleurs, Diédhiou. Étonnant. Ouais, il va y avoir Maxence Prévost. Oui, dans les buts, Maxence Prévost évidemment. Philippe. Joseph Lopi au milieu. Il était là. Il était au milieu? Ouais, il était au milieu, ouais. Il était au milieu, parce qu'il a joué derrière souvent. Oui, en plus, t'as raison. Il était au milieu, donc voilà. Si ça peut vous
Vu qu'à droite, ça changeait tout le temps, je vais pas prendre de risque, je vais dire Endur. Ouais, Endur à gauche, bien joué. C'est peut-être Tune du coup qui est en défense. Il était pas en défense, mais il était au Il milieu était de au milieu. terrain. Bon, bah, il était Ouais, au ouais, milieu, avec ça. Lopi, le duo déjà Ok. constitué. Alors, Là, ça va commencer à être dur. Il te reste, mais si tu veux, il y avait Moltenis derrière. Ouais, c'était Boris Moltenis. Puisque c'était un de ses Ouais. seuls matchs et il avait été très mauvais. Et du coup, Ouais. on Il est l'avait sorti utilisé en après. cours de match, ouais. Ouais, Boris c'est ça. Moltenis, c'est le titulaire. Bien joué, Rémi. Bonne mémoire. Alors, il te reste en poste, il te reste le latéral droit, il te reste deux milieux de terrain, enfin 2 milieux de terrain offensifs et un attaquant. Je peux pas aller à Niort là? Ah, après, Latéral droit, t'as une chance sur 2. après. Mais j'en ai aucun des deux pour tout dire. Ah, Ah. mince. Je veux plus du tout. Parce que là, ça a tout changé cette année. Je vois 2 plus milieux qui- offensifs et un attaquant. Et puis il y a forcément des qui ont marqué. En plus, Quoi. tu as déjà utilisé ton joker. Bah ouais, c'est Avec- pour ça. Putain, il y a qui dans l'équipe qui est resté? Ah, je vois pas. Les saisons passent et les joueurs ne se ressemblent pas. Finalement, on oublie vite. Est-ce qu'il Alors manque là, encore un Sénégalais là? Il doit me manquer encore un Sénégalais, non? Oui, sûr qu'il soit aussi. Attends, je vérifie parce que j'ai pas sa nationalité en tête. Non, non. Euh, Ah là là. Il est franco-sénégalais, donc oui, il te manque un franco-sénégalais. Voilà. Je te donne un petit indice. Pêche. Non, j'ai Je pense que Rémi l'a. Bah Et ouais, il aura la victoire sur ça, à mon avis. Tu Vas-y. passes. Ouais, je passe. Tu abandonnes. Bon, la victoire de Ouais. Rémi sur Sochaux. Vas-y, cite-moi l'un des 4 joueurs du coup du 11 de départ. Tu dois bien en avoir un des Bah, 4, je pense. Papaye, du coup. Papaye, ouais. Du coup, c'est lui, Ah, à droite. Papaye, exact. Papaye Chris qui Bedia alterne. Non, c'était pas Chris Bedia, c'était Brian Lam en attaque. Brian Lam, d'accord. Et Chris Pardon. Bedia qui était pas sur. Je crois qu'il était suspendu. Il avait pris un rouge le match d'avant. Je crois. Ah oui, le rouge en taclant, là. Enfin, Ouais, le rouge, il me semble. Donc il en n'y avait pas voulant Chris tirer. Bedia. C'était pas encore là? Virginius Virginius était rentré en cours de match. Ah bah tu vois. Après, il vous manque. Qu'est-ce qui joue C'est qui les deux milieux offensifs? Ah oui, c'est qui les Salem milieux Mbakata. offensifs Ah, on jouait avec Ah. les deux, Mbakata et Paille. Non, mais quand ils alternaient, c'était Ah l'un oui, l'autre. c'est Mbakata, Mbakata, ouais, l'autre. d'accord. Oui. Ouais, parce que au début, je l'avais plus Salem, mais effectivement, je l'ai. Et donc, il manque 2 milieux C'est offensifs. qui les milieux offensifs? Bah, il y en a un qui est. Je vais vous le dire, ça. Il est retourné à Dijon. Ah oui, Ah bah, Soumaré. Brian Soumaré, ouais. Ouais, Brian Soumaré, Et puis titulaire. Steve Ambry, peut-être, mais... Non, c'était un autre joueur qui est en N1 aujourd'hui, qui est arrivé en fin de contrat et qui est parti en National 1 à Orléans, je crois. Ah, Ourega. Ouais, Fabien Aurega. Ah oui, Fabien Aurega. Et, Oh, ça a vite changé, quand même. Hein. Mais c'est fou, ce que je dis. hein. Au final, tu vois la différence, quand même. Il n'y a que Gaëtan Weisbeck Ouais, c'est ça. Ouais. qui était encore là. Ouais, c'est Et bien, alors, t'as gardé le meilleur. Et sur le banc, t'as Mehdi Janin, Romain Sens, Younes Kabouni, Salem Bakata, Rassoul Ndiaye, Alan Virginius et Adam Anian. Voilà. Ah, Sur ce match. Ouais, Vous voulez tenter Niort pour le fun? Bon, bah écoute, ça va aller Allez. vite. Hein. Un joker aussi pour Niort, chacun. Vas-y Philippe, je te laisse l'honneur comme tu es mené. Bah, Valentin Jacob. Allez, vas-y. Non, il était pas sur la feuille de match. Oh putain, mais ouais. Donc, Allez, vas-y. voilà. Tu peux laisser la parole à Rémi si tu veux. Bah, Dylan Louisser. Dylan Wisser, doublé de Dylan Wisser, effectivement. Vas-y, Olivier Philippe. Kemen. Oui, Olivier Kemen, titulaire. Bien joué. Le gardien, c'était... Ah, là, moi, j'ai pas osé. Parce que franchement, j'ai un doute. C'était déjà Mathieu Michel ou pas? Ouais, c'était Mathieu Michel. C'était Mathieu Mathieu. Déjà Mathieu, ouais. Ouais, Ok. ouais. Donc c'est bon, c'est validé pour Rémi, Mathieu Michel, au but. Papi Bnouba était là. Oui, buteur, Papi Nouba, Ok. titulaire attaque. Point d'attaque. Et il vous reste les 4 défenseurs. Brian Passy. Non, je regarde, il n'était pas sur la feuille de match non plus. Aïe, aïe, aïe. C'était bien tenté, il devait être blessé. C'était bien tenté. Donc on est à égalité parfaite. Philippe, la parole te revient. Il y avait Lenny Vallier. Oui, titulaire. Alors il jouait ailier gauche, pas défenseur. Waouh. Voilà. Ah oui, donc Donc il reste toujours les 4 défenseurs. Ouais. Et un milieu défensif. Et un milieu offensif aussi. Il reste encore du monde. Ça se complique. David Kiki était déjà plus à Niort. Non, il était- Je vais loin, hein, excusez-moi. Mais... Il y a l'arrière gauche et Ouais, je l'ai, l'arrière. est toujours là et il joue beaucoup. Je à l'ai Lyon. l'arrière gauche. Je sais Ouais. pas si tu l'auras, Rémi. Non, Moi, je l'ai. ça te dit rien. Bon, Victor J'ai pas encore révisé mon Niort. Ok, Ouais. alors. Rémi Yongwa. passe la main. Darlene. Ah, le prénom, ça, je sais pas. Darlin Yongwa. Ouais.
C'est validé arrière gauche, donc victoire de Philippe. Bon, c'est bien, vous êtes un partout. J'avais prévu de lui mettre demain sur Niort, ça tombe mal. Hein. Ah bah, Ah tu bah, vois, ouais, voilà. ah bah tu vois, voilà, je t'ai. Conté tu était sors déjà un là peu ou plus. il était. Ibrahim a compté dans l'axe. Ah, Conté, il est Ah souvent oui, là Conté, en oui. Franche-Comté, hein, Ouais. Enfin, il est souvent, Excellent. Est-ce que tu auras son compère de l'axe, Philippe? Et Je suis toujours bah, à Niort. c'était pas le jeune là, un jeune de 18 ans. Il est jeune, mais pas Non, 18 bah ans. alors quand même. non, j'ai pas. C'est Kilama. Ah ouais, non, j'aurais pas trouvé. Après à droite, c'est Joris Moutachi qui est blessé en ce Ah moment. oui, Mutashi. Mutachi, oui, La c'est vrai. NPG en plus. Ouais. Ah bah tu vois. Là, il est J'avais blessé en ce oublié. moment. Et c'est Ensuite, qui le milieu def? c'est Brahima Doukansi. Ah ouais, non, j'aurais pas trouvé. Ouais, ça c'était compliqué, je vous avoue. Et le milieu Et il vous offensif? manque un milieu offensif qui est excellent cette saison. Ah, c'est Boutoba alors, il était déjà Ouais, là? Dylan, Ah bah, il il a est marqué, Boutoba, ouais. ouais. Il avait marqué Dylan. Ok. Bilal, pardon, pas Dylan. Je confondais, je fais un mix entre Dylan Wisser et Bilal Bouto. Ok. Voilà. Donc pour le 11 de Niort qui est pas mal, hein. Fier à Pas Niort ce mal, 11 de Niort. ouais. Au-delà Bah, maintenant, ils avaient mis cher. Hein. Ils avaient mis cher. Ouais. Wisser doublé. Kemen Wisser, c'était fort. Ouais. Hein, c'était. Ouais. Ouais. Boutoba aussi, Pabim Nouba qui était en pleine bourre à ce moment-là, je sais. Il enchaînait les buts. Donc belle équipe de. Alors là, le banc, je vais vous donner le banc quand même. Joseph Mendes, Antoine Barouan, Quentin Benat, Tom Lebeau, Yacine Bourane, Bradley Mbondo et Émile Leclerc, le gardien remplaçant. C'est que des beaucoup de jeunes quoi. En plus, c'est un match de Coupe de France. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Bon, bah merci beaucoup, messieurs. Bon, voilà, je fais pas de belle, envoûté partage pas, c'est beau. Le partage des points entre Philippe et Rémi sur ce quiz. Encore une fois, merci Rémi, merci aussi Philippe de nous avoir accompagnés. Toute l'actu de la Ligue 2 sur myligue2.fr, l'application mobile toujours gratuite sur tous les stores. Et puis on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour un nouveau podcast. Merci beaucoup à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Bye bye, messieurs.